Donc, je suis maître de conférence ici à la fac et je travaille donc à l'IRA, une recherche en du côté du canal. Mon équipe de recherche, c'est l'équipe de physique du Soleil, des étoiles et des exoplanètes, PS2E. Voilà, donc on est un groupe de physiciens stellaires qui travaillent à la fois sur des données observationnelles, sur des observations, et sur des modèles théoriques pour expliquer un peu la physique qui produit les observations que les observateurs nous disent. Voilà, moi je suis plutôt du côté modélisation, sur les aspects théoriques, et donc le cœur un peu de mon métier, c'est de faire des simulations numériques, donc de résoudre les équations de la physique qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe au sein des étoiles, en particulier pour le champ magnétique des étoiles. Donc moi, c'est un peu mon spécialité, c'est ça. J'ai fait ma thèse sur le champ magnétique du Soleil, sur un aspect particulier du champ magnétique du Soleil, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aspects théoriques, beaucoup d'aspects observationnels qui sont pour l'instant pas très bien compris. Maintenant, depuis une dizaine d'années, à peu près, on commence à avoir de très bonnes observations des champs magnétiques d'autres étoiles que le Soleil, donc des observations complètement directes du champ magnétique, qui nous montrent des variétés de structures, d'amplitudes de champs magnétiques sur des étoiles qui peuvent être assez différentes du Soleil. Donc du coup, ça c'est pas béni pour les modélisateurs parce qu'on essaye justement nous d'adapter un petit peu les modèles qui jusqu'à maintenant étaient appliqués au Soleil à d'autres étoiles pour voir si en fait, c'est un peu robuste et on peut expliquer des choses un petit peu générales pour ces phénomènes magnétiques un peu particuliers. Donc voilà, en fait au début je vais vous présenter surtout ce qui se passe sur le Soleil parce que c'est quand même quelque chose qu'on connaît mieux, en tout cas du côté observationnel, on a pas mal de mal à expliquer des choses assez qui sont des manifestations vraiment très claires du champ magnétique qu'on observe depuis très longtemps. Voilà, donc d'abord, en fait, là je veux vous convaincre que étudier le champ magnétique c'est super important pour à la fois la physique stellaire mais aussi pour l'astronomie en général. En fait, le champ magnétique intervient un petit peu à toutes les échelles quand on fait de l'astrophysique, que ce soit sur les planètes, sur les étoiles, sur les plus grandes structures, les galaxies, les amas de galaxies, etc. Donc les gens qui observent et qui étudient le champ magnétique dans ces différents objets. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une raison un peu qui est de connaître comment les systèmes planétaires et les systèmes stellaires se sont formés. Donc en particulier, ça c'est une petite image d'une vue d'artiste de ce qui se passe pendant les premières phases de la vie des étoiles, quand elles ont encore un disque autour d'elles. Et en fait, très souvent, vous voyez la proto-étoile ou même l'étoile qui est en train de se former, là, qui possède déjà un champ magnétique, donc matérialisé par ces lignes ici qui vont sortir de l'étoile, et se connecter au disque. Et cette connexion entre l'étoile et le disque, très souvent, ça crée des perturbations sur la rotation de l'étoile. En particulier, ça peut freiner l'étoile si elle est au contact magnétiquement avec des régions du disque qui tournent moins vite qu'elle. Voilà, donc en fait, rien que ces connexions magnétiques-là peuvent expliquer beaucoup sur l'évolution rotationnelle des étoiles. Comment elles sont freinées en particulier, et on essaye un peu de comprendre ces choses-là, qu'on observe assez bien. Mais que théoriquement on comprend assez mal. Donc ça c'est plutôt du côté jeune de la vie de l'étoile. Pour les étoiles massives et pour les étoiles un peu en fin de vie, on a aussi des effets très forts du champ magnétique qui peuvent être liés au vent stellaire, donc le champ magnétique est très fortement lié au vent solaire, mais aussi pour d'autres étoiles c'est aussi le cas. Pour des étoiles qui ont des vents beaucoup plus forts que ce qu'on peut avoir sur le Soleil, et ces vents stellaires sont aussi liés à des pertes de masse de l'étoile. Donc via les vents, l'étoile se débarrasse un petit peu de son matériau qui la compose. Et c'est grâce à la présence du champ magnétique que cette extraction de masse peut être vraiment très efficace. On a des pertes de masse très très fortes. Par exemple sur les étoiles massives, ça c'est très très bien, je crois. Et donc on a également des observations de ce genre de choses qui demandent des compréhensions physiques. Voilà, après si on se rapproche un petit peu plus finalement de ce qu'on connaît qui est notre système solaire, c'est toujours très important donc, de comprendre ce qui se passe pour le champ magnétique du Soleil parce qu'en fait on a directement une interaction avec ce champ magnétique via donc, ce que je disais un peu le vent solaire. Donc là ce que vous voyez c'est une représentation du Soleil. D'éruptions solaires qui donc sont des éjections de plasma qui
est présent dans le Soleil et qui est guidé par le champ magnétique du Soleil. Et donc ce vent solaire va nous amener des particules en direction de la Terre qui elle-même possède un champ magnétique qui fait une sorte de bouclier qui nous permet de nous protéger un petit peu vis-à-vis de ces éruptions solaires, nous protéger ou guider les particules le long de ces lignes de champ magnétique, et lorsqu'on guide ces particules du vent solaire de manière correcte vers les pôles de la Terre ou vers les pôles d'autres planètes, ce qu'on peut observer, c'est des aurores boréales, des aurores australes, des aurores polaires. Donc que ce soit sur Terre ici, que ce soit sur Jupiter, Saturne ou Uranus, ça c'est Hubble qui nous produit des observations comme ça d'aurores sur d'autres planètes que notre Terre. Et tout ça c'est lié donc, à des phénomènes magnétiques, à des éruptions de masse qui viennent de notre étoile. Donc là, tout à l'heure, j'ai trouvé en fait des petits films. Je peux faire comme ça. Voilà, donc c'est juste parce que je trouve ça sympa quand même de voir des aurores boréales. C'est certainement très sympa à voir sur Terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les aurores boréales. Voilà, bon, bah, les gens ouais, ben non, moi non plus, je l'ai vu. Donc voilà, et donc Hubble voit ça maintenant sur d'autres planètes aussi. Il faut évidemment que ces autres planètes possèdent elles-mêmes un champ magnétique pour pouvoir guider les particules du vent solaire le long de ces lignes de champ pour qu'elles produisent localement des interactions avec l'atmosphère des planètes et produisent ce genre de phénomène. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui travaillent sur le champ magnétique des étoiles qui peuvent parler très facilement aux gens qui travaillent sur le champ magnétique des planètes parce que c'est un peu le même mécanisme qui produisent le champ magnétique dans ces différents objets. Et comme on va le voir, ce mécanisme, qui s'appelle le mécanisme dynamo, est lié en fait juste au mouvement de fluide conducteur, le mouvement de charge électrique en fait, qui produit en permanence ce champ magnétique. Donc ça c'est vrai à la fois sur les étoiles et les planètes. Donc il faut quand même un petit peu des conditions. On n'a pas de champ magnétique forcément sur toutes les planètes du système solaire. Par exemple, Mars n'a plus de champ magnétique. Il y a des traces de champ magnétique qui existaient avant. Mais donc sur ces planètes qui possèdent un point, on peut voir que voilà, donc regardons un peu le Soleil. Je ne sais pas pourquoi je devrais tourner aussi. Je constatais tout à l'heure que j'ai des défauts là, mais bon. L'idée ici, c'est que, donc évidemment, sur le Soleil, maintenant, on a des observations absolument extraordinaires, parce qu'il y a toujours des satellites qui sont envoyés pour observer le Soleil maintenant, même si peut-être certaines personnes considèrent que le Soleil, on connaît déjà très bien, c'est plus la peine d'observer, mais bon. Heureusement, en fait, les agences considèrent que non, c'est pas vrai, on n'en a encore pas assez, donc il faut encore envoyer des satellites vers le Soleil. Ça, c'est des images du satellite SDO, vous avez peut-être entendu parler, qui a, alors oui, que l'année 2010, je crois, ouais, Solar Dynamics Observatory, c'est celui qui a pris la suite de SOHO, qui est un instrument qui a fonctionné pour qui a fonctionné pendant très longtemps. Bientôt sera envoyé un autre satellite qui s'appelle Solar Orbiter, pour lequel l'IRA participe assez activement, qui va pour la première fois vraiment voyager très près du Soleil. Donc là, on aura encore des données un peu inédites en particulier sur le champ magnétique du Soleil. Donc si on regarde un peu ça, là on est à différentes longueurs d'onde. Donc finalement, on regarde un peu à différentes hauteurs dans l'atmosphère du Soleil. Mais bon, là, globalement, on ne va pas regarder quelles sont les différences entre ces différentes longueurs d'onde. L'idée ici que j'avais de vous montrer ça, c'est que vous vous aperceviez que le disque solaire n'est pas du tout homogène, qu'on a des régions qui sont beaucoup plus actives que d'autres. Et donc, en particulier, on voit toutes ces boucles, ces points brillants, ces régions, en particulier, vous voyez, aux moyennes latitudes du Soleil, qui sont des régions qui sont vraiment très actives, où on a beaucoup d'éruptions et beaucoup de choses qui se passent. Magnétique, et là, tout ce qu'on voit ici en fait c'est déjà un champ magnétique, c'est une manifestation de la présence du champ magnétique par des particules qui sont accélérées, c'est elles qui nous fournissent en fait la matérialisation de lignes de champ magnétique. Donc un disque pas du tout homogène, et puis dans le temps on voit bien que c'est très dynamique aussi, puis il se passe plein de choses, il y a des éruptions qui sont présentes à certains moments, c'est très dynamique, là c'est pas forcément le temps réel, mais il y a un jour là, donc vous voyez que en fait il y
y a une très grande variété d'échelles de temps. Les temps caractéristiques ici peuvent être très courts, mais le Soleil tourne aussi en étant plus long. Et aussi des échelles spatiales. Des choses qui se passent à des échelles très petites. Voilà, donc ça c'est pour un peu avoir une idée globalement de ce qui se passe sur le Soleil. Donc on a vu qu'on avait des régions qu'on appelle des régions actives donc sur le Soleil, où on a une présence de champs magnétiques assez fort. Et en fait, ça peut carrément se voir à l'œil nu, vous savez, hein, vous faites un peu toutes les observations, vous êtes un peu familier de ce genre de choses. Souvent, c'est un peu les premières choses qu'on peut faire, c'est observer le Soleil, et sur le Soleil, de temps en temps, il y a des taches. Et ces taches, donc on voit par exemple ici, là, ou ici le coucher du Soleil, ça c'est une tâche probablement assez énorme, parce que si se voir à ce point-là sur le disque solaire, ça veut dire qu'elle avait un diamètre probablement assez impressionnant. Ces taches solaires, donc, qui sont une manifestation du champ magnétique, peuvent atteindre une taille de l'ordre de la taille de la Terre, en fait, vraiment des monstres magnétiques. Et donc ces régions qui sont les taches à la surface du Soleil sont en fait des pieds des arches magnétiques qu'on voyait juste précédemment là, et dans ces pieds des arches magnétiques, il fait un petit peu plus froid que dans l'environnement solaire autour. Et comme il fait un peu plus froid parce que le champ magnétique est très fort, vous voyez, vous voyez que ces taches sont un petit peu plus froides, genre 1000 degrés de moins que l'environnement solaire qui est à 6000 degrés. Voilà, donc ces taches apparaissent de temps en temps et disparaissent, et donc après, là évidemment, ces taches solaires qui sont une manifestation importante du champ magnétique, on les voit depuis très longtemps en fait, et maintenant avec la qualité des observations, on peut avoir vraiment précisément les caractéristiques de ces taches. Donc c'est ce que je vous disais, là il y a la Terre en comparaison pour l'échelle, donc vous voyez que ces taches solaires elles sont vraiment gigantesques. Et vous voyez qu'il y a une structure quand même assez particulière. Là, il y a une région qui est vraiment sombre, qu'on appelle l'ombre, dans la tache solaire. Autour, il y a un petit peu moins sombre, qu'on appelle la pénombre. Et puis, autour, vous avez ce qu'on appelle la granulation solaire, qui est la manifestation de la convection à l'intérieur de la structure du Soleil, la convection des mouvements de bouillonnement, comme les casseroles d'eau. Vous avez dans cette région qui est l'enveloppe du Soleil, vous avez de la convection qui produit ces petites bulles. Donc ces petites bulles, ces petits granules, qui peuvent faire à peu près la taille de la France en fait, donc c'est 1000 km de diamètre, si vous considérez la place circulaire, ces granules, sont comme des petites bulles qui nous viennent de l'intérieur du Soleil. Donc vous voyez ces structures-là assez particulières, ondes, pénombre et puis l'environnement, ça se retrouve un petit peu sur les tâches, et donc c'est quelque chose aussi que les gens essaient de modéliser, de comprendre comment se forment vraiment ces structures vraiment très à la forme si caractéristique. Voilà, donc on a des tâches, ça c'est un petit zoom encore, donc c'est un peu le même genre de choses, c'est un zoom avec différents instruments. Donc vous voyez que là on va aller de la vision vraiment globale de tout le Soleil, sur le tout disque, jusqu'à une région active particulière, où on retrouve un petit peu le même genre de structure, avec on voit un petit peu moins la pénombre ici, mais c'est un peu différent. Et puis les granules. Donc je vais passer. Je vais pas mettre d'observations un peu comme ça, là, parce que c'est quand même assez fantastique ce qu'on peut avoir comme précision sur ces données-là. Et finalement, c'est presque un peu trop. Pour les gens qui font de la modélisation, en fait, on n'a pas envie d'avoir autant de détails, parce que comment on va faire avec une modèle pour reproduire exactement ce genre de truc super compliqué? En fait, c'est difficile. Donc si vraiment on veut essayer de représenter toutes les échelles, on se heurte quand même pas mal de difficultés. Donc les gens qui font de la modélisation souvent choisissent un petit peu quels sont les objets qu'ils veulent un peu comprendre. Donc parfois on est obligé de se limiter à des grandes échelles seulement, ou plutôt au contraire à de plus petites échelles. Donc il y a tout un travail un peu d'abord vraiment de modélisation et même pour savoir et connaître les limitations aussi, pour savoir ce qu'on est capable de faire. Voilà, donc ça c'était un peu un instantané. On regarde une tâche à un moment donné, on a des caractéristiques très précises, on sait qu'il y a long, un peu froid, on a un peu moins, un peu moins froid.
On a l'environnement qui est la granulation solaire. Et puis, évidemment, on a des observations dans le temps. Depuis, en fait, ça fait 400 ans qu'on regarde directement le Soleil. Donc, depuis la lunette de Galilée, on a vraiment des vraies observations des taches solaires. Puis, je vous montrerai, en fait, on connaît l'activité solaire largement avant le moment où on a commencé à vraiment observer directement. Mais donc là, en fait, vous voyez ce que ça représente. Donc, c'est le disque solaire. C'est l'atmosphère cette fois. Donc, de nouveau, en fait, les taches. Ce qui correspond aux tâches ici, c'est plutôt les régions brillantes, au-dessus dans l'atmosphère du Soleil, donc les régions magnétiques, c'est là que c'est les régions brillantes. Et donc c'est une vue par an, depuis 1996, tac, avec la spirale jusqu'à 2015. Et donc vous voyez assez nettement ici qu'il y a des périodes où le Soleil est dans un minimum d'activité. On a très peu de tâches sur le Soleil. Après on passe par une période de maximum d'activité. Donc là, c'est à peu près 5 ans plus tard, 5-6 ans plus tard. De nouveau, 5-6 ans plus tard, on passe par une période de minimum. 5-6 ans plus tard, on passe par une période de maximum, etc. Et donc, ça, c'est peut-être un peu courant. Donc, c'est le cycle magnétique du Soleil qui est quelque chose de vraiment très robuste. On sait que tous les 11 ans, à peu près, c'est pas pile 11 ans évidemment, hein, parce qu'avec un système aussi turbulent, c'est déjà assez incroyable que ça soit à peu près 11 ans. On a une période de maximum d'activité. Donc on a un maximum de tâches à la surface. Après 5-6 ans plus tard, on passe par un moment de période de minimum, donc très peu de tâches. Et de nouveau, 5-6 ans plus tard, on récupère ces maximums. Donc j'ai dû vous mettre un peu ça, voilà. Donc ça c'est un peu la représentation, de ce que je vous racontais du cycle solaire. Donc on peut d'abord regarder ce qu'il y a en bas. Si on regarde, donc là c'est depuis 1870, c'est pas encore la date à partir de laquelle on a vraiment des observations directes, ça date de 1600 et quelques, hein, on a des observations directes. Mais là on voit très clairement que ça c'est en gros c'est le nombre de tâches au cours du temps. Donc si on compte vraiment ce qui se passe à la surface du Soleil au cours du temps, on voit que clairement il y a un cycle. Et vous voyez comme ça a l'air très périodique, vraiment là, très très robuste. Et donc deux maximum, deux minima, si vous voulez, c'est plus facile, sont vraiment séparés d'environ 12 ans. En fait, si on regarde un peu, si on compte vraiment les moments où on avait vraiment un cycle en surface, on est à peu près entre 9 et 14 ans. Donc c'est quand même assez régulier. Et donc ça c'est un diagramme qu'on aime bien, en particulier les modélisateurs s'attachent un petit peu tous à essayer de représenter ce genre de choses, avec que nos modèles en tout cas puissent reproduire ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le diagramme papillon. Donc tout bêtement parce que ça fait des ailes de papillon en fait, c'est nettement là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit encore ce cours du temps. Ce qu'on mesure c'est où sont les tâches à la surface du Soleil au cours du temps. Donc ici, ce que vous avez, c'est la latitude sur le Soleil. Et vous voyez que, en fait, quand je vous ai montré un peu l'instantané des images de SDO, vous voyez qu'on avait des tâches à moyenne latitude. Donc ça, c'est aux moyennes latitudes, c'est un peu en début de cycle. Effectivement, les tâches apparaissent plutôt aux moyennes latitudes. Vous voyez que là, c'est le début du cycle. Tac. Et on commence après à avoir un cycle de plus en plus actif. Et au moment où on est au maximum d'activité, on est un peu plus bas. Et après, les tâches émergent de plus en plus près de l'équateur. Et hop, maintenant, on est reparti sur un nouveau cycle. Et de nouveau, on a l'apparition d'abord aux moyennes latitudes et ensuite de plus en plus proche de l'équateur. Et ça, c'est vraiment aussi très très robuste. Donc ce qu'il faut voir, qui ne se voit pas ici, c'est que donc là, on parle d'un cycle de 11 ans. Parce qu'entre deux maximums d'activité, on a vraiment longtemps. Mais si on parle du cycle magnétique, on parle d'un cycle de 22 ans, parce que entre-temps, le champ magnétique s'est retourné. Ici, le pôle nord est devenu le pôle sud magnétique, donc là on est en début de cycle. Ici on est en minimum d'activité, on a un retournement du champ magnétique, et de nouveau on démarre sur un nouveau cycle, mais cette fois le pôle nord est devenu le pôle sud. Donc pour retrouver exactement de nouveau la configuration du début, il faut attendre 22 ans, pour que le pôle nord redevienne un pôle nord. Donc ça, ce renversement de champ magnétique est aussi régulier que ça, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne le connaissait que sur le Soleil. Sur la Terre, on sait qu'il y a des renversements de champ magnétique de temps en temps, mais c'est hyper sporadique, c'est de temps en temps, on a un renversement, puis ce qui
qui sépare un peu de renversement, c'est plutôt de l'ordre de 100 000 ans, quelque chose comme ça, plutôt que les 10 ans qui sont venus sur. Maintenant, comme on commence à avoir des observations d'autres étoiles, on a des cycles magnétiques sur d'autres étoiles. Voilà, donc je vous disais que depuis la lunette de Galilée, on a des observations de ces taches. Donc évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas vraiment faire des photos, c'était des représentations à la main des taches solaires. Donc vous voyez, là j'ai récupéré sur Internet une image qui a été dessinée par Langlais en 1873. Vous voyez la précision du dessin, c'est assez impressionnant parce que en fait, l'observation que je vous ai montrée là, on retrouve exactement l'ombre, la pénombre, même la granulation est super bien faite. Et il a même fait la terre pour faire l'échelle aussi. Donc c'est impressionnant d'avoir ce genre en fait, d'archives, parce que là vraiment avec ça on a une information sur le cycle solaire depuis pas mal de temps. Donc vous voyez, là tout à l'heure je vous ai montré ce qui se passait depuis 1870. En fait donc on a des observations des tâches à peu près depuis cette époque-là. Et donc il y a quelque chose qui est un peu connu, que vous parlez, je pense, qui est un grand minimum d'activité qui s'est passé là entre 1650 et 1700. Donc la blague c'est de dire que c'était pendant le règne du roi Soleil, qu'il n'y a pas eu du tout d'activité du Soleil. Et donc pendant toute cette période-là, en fait on n'observait pas de tâches à la surface du Soleil. Donc c'est pas un problème observationnel, c'est pas que les gens n'arrivaient pas à détecter les tâches, parce que voir les tâches, en tout cas peut-être les tâches les plus grosses, mais en tout cas on sait qu'il s'est passé quelque chose de particulier ici qui a fait que le cycle solaire ne se voyait plus en surface. Plutôt que de dire que le cycle solaire n'était plus là, c'est qu'on ne voyait plus de tâches en surface. Et puis tout doucement en fait, le soleil est sorti de cette période de sommeil si vous voulez, et on a repris le cycle magnétique un peu plus classique. On dit classique maintenant parce qu'en fait, finalement, on a des mesures de ce qui se passait avant. On sait qu'avant aussi, on avait un cycle magnétique de genre en plus. Voilà, donc ça aussi, pareil, c'est un peu un mystère. Comment ça se fait qu'on passe par ces périodes de minimum? Est-ce que des modèles théoriques nous permettent de produire naturellement ce genre de choses? Voilà, donc je vous ai dit, là c'est les observations directes, on a des observations indirectes du champ magnétique du Soleil, en fait on peut revenir très loin. Si on veut reproduire cette activité passée, en fait il faut regarder ce qui se passe pour les rayons cosmiques. Donc on reçoit des rayons cosmiques en permanence, un peu de plein de sources dans la galaxie. Et l'héliosphère, c'est-à-dire le vent solaire, le champ magnétique du Soleil dans lequel baignent les planètes, en fait, nous protège de ces rayons cosmiques. D'accord? Donc en fait, ce que vous voyez ici, je crois, en bleu, oui j'ai dû mettre, en bleu c'est les rayons cosmiques qui nous parviennent sur Terre, et en jaune c'est l'activité solaire, c'est le cycle solaire. D'accord? Et donc vous voyez que c'est anticorrélé, parce que quand on est en maximum d'activité, on a un champ magnétique assez gros, et qui nous fait un bouclier efficace contre les rayons cosmiques. Donc dans ce cas-là, on reçoit moins de rayons cosmiques sur Terre. Et inversement, quand on a un cycle magnétique bas, on a un peu de bouclier, et donc les rayons cosmiques parviennent plus facilement sur Terre. Et donc c'est très bien corrélé, vous voyez, ça marche bien. On a à la fois, on voit que les rayons cosmiques potentiellement peuvent nous permettre de voir indirectement le cycle solaire. Et donc après, bien sûr, il faut qu'on puisse mesurer ces rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, leur propriété, c'est qu'ils vont interagir avec les particules de l'atmosphère de la Terre pour produire des isotopes radioactifs. Voilà, parfait. Les isotopes radioactifs, on va pouvoir les détecter sur Terre. Et on peut remonter très loin dans le passé parce que les isotopes radioactifs, ça reste radioactif longtemps. Et donc ces isotopes, c'est en particulier le beryllium-10 et le carbone-14. Le beryllium-10, ça on le trouve dans les carottes de glace qui peuvent être faites. Voilà, là on a une image en particulier. Et dans les cerneaux d'arbres, on trouve du carbone-14. Alors bien sûr, il s'est passé des choses entre leur production au moment de l'entrée des rayons cosmiques dans l'atmosphère et leur stockage, si vous voulez, dans les cerneaux d'arbres et dans les carottes de glace. Mais en fait, ils n'ont pas forcément été trop modifiés dans ce trajet-là.
Et donc on peut, grâce à ces isotopes-là, détecter vraiment le cycle magnétique solaire. D'accord? Donc finalement, ce que vous voyez ici, c'est la reconstruction de l'activité solaire dans le passé. Et donc là, c'est les années, hein, toujours. Donc là, c'est à partir de 1600 où on avait des observations directes du champ magnétique. Et puis ici, c'est la mesure des isotopes radioactifs, donc là, c'est bien en particulier. Donc grâce à ça, on peut remonter plus loin dans le cycle solaire. Donc ce qu'on voit ici, là, c'est vraiment la mesure directe du cycle solaire, donc on voit les 11 ans, qu'on retrouve dans les isotopes radioactifs. Et donc on retrouve aussi, avant qu'on avait ce cycle de 11 ans, et on retrouve aussi le fait que quand on n'avait pas de tâche à la surface du Soleil, ben, on a quand même eu un cycle magnétique à continuer. Donc il y a quand même eu une poursuite de l'inversion nord-sud du champ magnétique du Soleil, un peu comme si les tâches étaient juste un produit de ce cycle magnétique qui est vraiment un mécanisme interne qui se passe, peu importe en fait les petites choses que ça envoie à la surface du Soleil. Voilà, et donc bien sûr on peut remonter il y a largement avant, 10 000 ans, là vous voyez, avant notre ère, et on peut reconstruire, donc là c'est peut-être une échelle un peu plus grande, hein, c'est pas forcément le cycle de 11 ans qu'on voit ici, mais on peut reconstruire l'activité solaire passée, et puis on peut s'amuser à faire de l'analyse du signal, faire des transforms de Fourier, des choses comme ça, pour avoir une information sur d'autres cycles qui existent peut-être. Donc avec votre transform de Fourier, vous obtenez un gros pic à 11 ans, mais vous pouvez aussi avoir d'autres choses qui sortent, en particulier, donc il y a d'autres cycles qui existent, un cycle de 88 ans, 90 ans à peu près, un cycle de 200 ans. En particulier, le cycle de 200 ans, c'est ce qu'on pense être le cycle qui sépare deux grands minimums, deux grands minima. Donc deux minimums de rondeur, on va les retrouver à peu près tous les 200 ans. Voilà, mais ça c'est encore des choses, bon vous voyez, c'est pas forcément évident hein, de faire des analyses sur des signaux qui sont pas forcément comme ça, et on a une activité finalement qui est quand même aussi assez chaotique. Hein, voilà, donc ça c'est tout ça, c'était pour les informations observationnelles. Donc maintenant, évidemment, on va en comprendre ce qui se passe. Donc, on regarde dans le Soleil, quels sont les mécanismes physiques qui produisent ce champ. Qu'est-ce qui fait qu'on a un champ magnétique qui s'inverse tous les 11 ans, qui fait ce diagramme papillon. Voilà, c'est pas mal si on a expliqué ça. Et puis, après, on va voir un petit peu les autres histoires. Donc, regardons un peu à l'intérieur du Soleil. Donc, à l'intérieur du Soleil, on a bien sûr les réactions nucléaires ici. Entre 0 et 0,7 rayons solaires à peu près, donc 70% de l'intérieur du Soleil est une zone qu'on appelle zone radiative. Donc la zone radiative, ça veut dire que la chaleur qui est produite par les réactions nucléaires ici est transportée par les photons. Donc vraiment c'est du rayonnement pur qui permet d'évacuer cette chaleur qui est produite ici. Ici on a 15 millions de degrés à peu près, donc il faut se débarrasser de cette chaleur-là. En direction donc de l'extérieur. Jusqu'à 0,7 rayons, on a cette zone radiative, et puis ensuite, à partir de 70% du Soleil jusqu'à la surface, on a une zone où on a de la convection. Donc là, c'est la convection qui se met à transporter de la chaleur. Pourquoi il y a un changement? Parce que on a une différence de température, un gradient de température entre la base de la zone convective et la surface qui est beaucoup plus important que ce qu'on a entre le cœur et les 0,7 rayons. Donc là, comme votre casserole d'eau, si vous le chauffez suffisamment par le bas et que c'est suffisamment froid en haut, au bout d'un moment, vous n'avez plus assez d'efficacité du rayonnement pour transporter la chaleur. Donc il faut que le plasma se mette en mouvement. Il y a des mouvements macroscopiques qui transportent la chaleur. C'est beaucoup plus efficace que le transport par les photons. Et donc voilà, on retrouve, si on fait un zoom sur la surface du Soleil, on retrouve la granulation, qui est la manifestation du fait qu'il y a de la convection dans cette partie externe du Soleil. Après, donc, il y a plein de choses, hein, qui sont plein de caractéristiques qui sont aussi étudiées par les gens qui font plutôt de l'atmosphère du Soleil. Moi, ma spécialité, c'est plutôt de m'intéresser à l'intérieur des étoiles. En fait, après, il y a tout un champ de recherche qui s'intéresse plutôt aux atmosphères des étoiles, qui est très compliqué, ce sont les transports du rayonnement au Soleil.
Donc ça, c'est grâce à la spectropolarimétrie. Donc ici à Toulouse, on peut être fier parce que la spectropolarimétrie stellaire s'est développée principalement en fait à Toulouse. Donc les observations, hein. On a des instruments qui ont été construits qui sont installés au télescope franco-canadien à Hawaï, qui s'appelle donc un instrument qui s'appelle Espadon, et une copie de cet instrument qui s'appelle Narval, qui est au pic du Midi, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et ceux qui font un master d'astro y vont visiter concrètement parce qu'il y a un stage d'observation et des manips avec Narval. Donc ces instruments, c'est ce qu'on appelle les spectropolarimètres. C'est des instruments qui permettent de mesurer à la fois l'amplitude et la topologie, vraiment la structure du champ magnétique, grâce à l'observation de la polarisation dans les différentes raies spectrales qu'on observe des différentes étoiles. Donc ça, c'est une image, par exemple, du champ magnétique qu'on peut reconstruire grâce à cette technique. Donc la spectropolarimétrie va nous fournir des informations bien sûr uniquement sur la surface de l'étoile, toujours, hein. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est reconstruire la structure probable du champ magnétique à partir des observations de surface. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'une étoile de faible masse et froide, donc assez différente du Soleil. Donc on fait ça, on a pas mal d'informations, et là c'est un petit résumé des informations qu'on peut avoir sur, je ne sais pas combien il y a d'étoiles là, mais chaque symbole représente une étoile. Et on peut représenter donc ensuite les caractéristiques des champs magnétiques dans un diagramme. Donc ce diagramme il est en fonction de la masse de l'étoile et de sa période de rotation. Ça a été identifié que c'était des paramètres importants pour le champ magnétique. Alors en fait, maintenant on sait pourquoi, parce que la rotation, on a dit que la rotation différentielle c'était quelque chose d'important pour le champ magnétique. La masse de l'étoile, ça va directement impacter la taille de la zone convective de l'étoile. Donc si vous voulez, la masse ici, ça va être un peu une mesure de l'efficacité de la convection, et puis la période de rotation ici, ça va mesurer un peu l'efficacité de la rotation différentielle. Schématiquement, je ne sais pas tout à fait ça, mais c'est une idée. Et donc, on s'attend bien à ce que ces deux paramètres-là soient importants pour les caractéristiques du champ magnétique. Alors après, donc, les gens qui produisent ce genre de diagramme, ils appellent ça un confusogramme. Donc, eux-mêmes disent que c'est compliqué. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu comme il faut. Les symboles, donc je vous ai dit, chaque symbole c'est une étoile et représente les caractéristiques du champ. Donc il y a un truc facile, c'est plus le symbole est gros, plus le champ magnétique est fort. Là on a un champ magnétique vraiment très très fort. Pour comparaison, le soleil est là, le petit point là. Donc ici, tout est en enfin surtout la masse, en masse solaire, là, donc vous voyez on est à une masse solaire, et ici on est à peu près en 20 et quelques jours, qui est la période de rotation du soleil, en tout cas. Donc ça c'est la taille. Ensuite, la couleur du symbole représente quelle est la composante dominante du champ magnétique. Si on est plutôt rouge, on a plutôt un champ magnétique globalement poloïdal. Donc plutôt un gros aimant avec un pôle nord et un pôle sud, et si on est plutôt bleu, on a plutôt un champ magnétique toroïdal. Donc c'est plutôt des ceintures de champ magnétique. Donc ça c'est pour la couleur, et puis vous voyez qu'il y a différentes formes. Donc les différentes formes, ça représente la complexité de la structure du champ magnétique. Si on a un symbole très rond, ça veut dire que le champ magnétique est très simple, c'est un gros dipôle. C'est un champ magnétique vraiment, justement, vous voyez, un pôle nord, un pôle sud, et puis voilà, on a juste une connexion. Si on a un champ magnétique très complexe, donc un peu comme ça c'est simple. Si on a un champ magnétique très complexe avec des boucles un peu partout et une structure qui n'est pas du tout dipolaire mais plutôt multipolaire, on a plein de régions où le champ s'annule, et ben on a un symbole plutôt en étoile. Voilà, donc c'est confusogramme parce qu'on met longtemps à définir. Maintenant, on peut essayer de trouver des conclusions à partir de ce qu'on peut dire à partir de ce diagramme. Donc ce qui est assez clair, c'est plus on tourne vite, plus le champ magnétique est fort. On voit que les gros symboles sont plutôt dans cette région-là où la période de rotation est petite. Vous voyez aussi que si on regarde à une masse solaire, plus on tourne vite, plus le champ magnétique est toroïdal. On devient de plus en plus bleu. Et puis, plus le champ magnétique est complexe aussi.
Ce qu'on voit aussi, c'est quand l'étoile devient de plus en plus massive, elle a plutôt tendance à passer d'un champ magnétique simple, dipolaire, à un champ magnétique plutôt complexe. D'accord? Donc là, il y a un peu une conclusion qui est faite à partir de ces données observationnelles qui sont les étoiles de faible masse, elles ont tendance à être quasiment complètement convectives. Il n'y a presque pas du tout de zone radiative. Donc si on est complètement convectif, on a plutôt tendance à produire un champ magnétique simple, bipolaire, gros, fort, à grande échelle. Et quand on commence à avoir une zone radiative assez forte, assez étendue, on n'a plus qu'une petite enveloppe convective, alors dans ce cas-là, on produit un champ magnétique plutôt multipolaire, plutôt complexe, plutôt toroïdal, et peut-être même aussi qui évolue dans le temps. Voilà, donc ça, ce genre de diagramme, pareil, et pour les modélisateurs, c'est très important, parce que là, on a vraiment des choses concrètes à essayer de reproduire avec des modèles. On peut faire tourner nos modèles plus vite, et voir tout simplement s'ils produisent un champ magnétique plus fort, un champ magnétique plutôt toroïdal. Voilà, donc ça, c'est aussi la recherche actuelle, il y a pas mal de gens qui travaillent actuellement là-dessus. Pour compléter un petit peu, donc ça c'est pour, encore une fois, un instantané du champ magnétique à un moment donné, et on peut maintenant, grâce au fait que Narval et Spadon existent maintenant depuis un petit moment, on peut avoir un suivi temporel du champ magnétique sur d'autres étoiles. Donc ça, bon, je vous parle de Narval et Spadon, mais en fait ça se faisait déjà avant, non pas avec une mesure directe du champ magnétique, mais avec une mesure de l'activité chromosphérique, donc de l'activité éruptive, choses comme ça, les rayons X, des choses qu'on pouvait mesurer à la surface des étoiles avant d'avoir la technologie pour faire la mesure en direct du champ magnétique. Donc il y a pas mal d'étoiles qui ont été observées, donc une centaine d'étoiles dans ce projet-là par exemple, comme Wilson. Et on a essayé de suivre l'activité chromosphérique, donc on pense être un bon marqueur pour l'activité magnétique. Et donc sur ces 100 étoiles, qui sont à peu près du genre du Soleil, donc c'est des étoiles qui ont une enveloppe convective et un intérieur négatif, à peu près 50 possédaient une activité cyclique. Donc c'est de genre, voilà le signal qu'on obtient, une activité cyclique, ici, il y a un petit Soleil quelque part. Ouais, là-haut, voilà. Donc d'autres ensuite possédaient un signal plutôt plat ou un signal beaucoup plus chaotique, donc qui n'est pas du tout aussi cyclique que ce qu'on peut observer ici, ça peut dire ici. Et donc après les gens ont essayé de voir s'il y avait peut-être une relation entre la période du cycle magnétique et la période de rotation de l'étoile. Ça c'est naturel de dire, bon bah on mesure la rotation, mais on mesure la fin du cycle. Est-ce qu'il y a un lien? Et donc c'est ce qui est représenté ici. Ici on a la période du cycle magnétique, et ici on a la période de rotation, en gros. Donc là ce que vous voyez, donc il ne faut pas se tromper de sens, ici on tourne de plus en plus vite, et on a un cycle magnétique de plus en plus court, parce que la période du cycle magnétique décroît vers le haut. Donc plus vous tournez vite, plus votre cycle magnétique est court, donc plus votre champ magnétique se renverse rapidement. Donc c'est ce qui avait, semble-t-il, été observé à cette époque-là. Maintenant, il y a des observations directes des renversements de champ magnétique sur d'autres étoiles, donc, grâce à la spectroscopie, et il y a certaines observations qui montrent qu'effectivement, pour des étoiles qui tournent plus vite, on semble avoir un cycle magnétique plus court, mais pas toujours. Donc en fait, des observations directes semblent montrer que ça ne confirme pas forcément ces vieilles observations. Donc voilà, ça aussi c'est un sujet actuel de recherche pour la modélisation. Donc je n'ai pas mis grand chose sur la modélisation pour ça, mais il y a des gens qui essayent de reproduire grâce à des modèles 3D, MHD, magnético-dynamique, ce comportement. Déjà c'est un peu dur en fait d'avoir un cycle magnétique dans la simulation, mais après avoir vraiment une variation robuste, c'est un petit peu ça représente beaucoup d'heures de calcul qui sont faites sur des gros ordinateurs. Donc ça demande du temps. Maintenant, si j'ai encore un petit peu de temps, je peux vous parler d'étoiles qui n'auront plus rien à voir avec la structure du Soleil, qui sont des étoiles qui sont plus massives. Donc je vous disais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on a une étoile qui est de faible masse, elle a plutôt tendance à être complètement convective. Ça, c'est une étoile du genre le Soleil, donc elle a une intérieure radiative et une convective.
Et maintenant, si on a des étoiles plus massives, plutôt 1,4 masse solaire en fait, on inverse la structure, c'est-à-dire qu'on a un intérieur convectif et une enveloppe radiative. Donc là, en fait, on s'imagine assez bien que le champ magnétique que l'on voit en surface de ces étoiles massives va être complètement différent de ce qu'on observe sur le Soleil. Sur le Soleil, on a les taches solaires qui émergent parce qu'il y a de la convection qui en permanence fait émerger ces boucles magnétiques. Ici, en fait, dans les zones où il y a du rayonnement, il n'y a pas de mouvement. Enfin, il y en a en fait, statique, mais beaucoup moins que dans les zones convectives, quand on a plus ces mouvements macroscopiques des plasmas. Donc on estime qu'il y a quand même moins de chances de voir un champ magnétique un peu compliqué, qui va émerger, qui va être dynamique. Et donc, effectivement, c'est vrai. En fait, quand on regarde, on s'intéresse plus particulièrement à ces étoiles plus massives, ce qu'on voit, c'est qu'il y a seulement à peu près 10% de ces étoiles qui sont magnétiques. Elles sont beaucoup moins que les étoiles froides du genre du Soleil, qui sont toutes magnétiques. Quasiment 100% des étoiles qui ont une enveloppe convective arrivent à produire leur propre champ magnétique, qui peut être très différent de celui qu'on voit sur le Soleil, mais on arrive quand même souvent à en détecter. Quasiment tout le temps. Sur les étoiles plus massives, non, c'est pas le cas, il y en a à peu près que 10%. Et ces étoiles plus massives, donc ces 10% qui sont magnétiques, elles ont un champ très particulier, qui est un champ magnétique très très fort. Donc là, je dis au-delà de 300 Gauss, on ne parle pas forcément, sur le Soleil, c'est de l'ordre de quelques Gauss. Donc là, on a des champs magnétiques qui sont extrêmement plus forts que ce qu'on a sur le Soleil. Et ce champ magnétique est toujours plus fort que ça, sur ces 10% d'étoiles. Et puis il a une structure simple. C'est un gros dipôle souvent, pas forcément aligné avec l'axe de rotation de l'étoile, mais bon, peu importe. Là, ce que je veux surtout vous dire, c'est que ce champ magnétique est très très fort. Et donc là, ce que vous voyez, c'est un histogramme en fait des étoiles ce genre d'étoiles, ces étoiles magnétiques chaudes, qui ont un champ magnétique faible, donc quand même supérieur à 300 Gauss. Vous voyez que là, il y a un truc assez net, c'est qu'en dessous, donc là, c'est 300 Gauss qui est noté, là, donc il y en a quand même une ou deux là, qui sont dans cette région-là, mais la grosse majorité des étoiles sont toutes au-dessus. Alors ça, c'est pas non plus un biais observationnel, on est tout à fait capable de voir du champ magnétique qui est plus faible que ça. C'est très facile, parce que 300 Gauss, c'est énorme. Donc c'est un effet très fort dans les observations. Et donc très récemment, il y a des gens qui ont trouvé du champ magnétique sur d'autres étoiles qui sont du même type, mais cette fois qui est à l'autre bout là, de l'histogramme, si vous voulez, avec des champs magnétiques de l'ordre du Gauss, donc plus faible que 1 Gauss. Et ce champ magnétique n'est pas du tout un gros dipôle comme sur celle-ci, c'est plutôt un champ magnétique beaucoup plus complexe, malgré le fait que ce soit toujours une enveloppe radiative, c'est le même type d'étoile. Et entre les deux, rien. Donc on parle de dichotomie entre cette population avec un champ magnétique tout petit et la population qui est en fait les mêmes étoiles, mais avec un champ magnétique très fort. Donc il y a un peu un mystère là, comment ça se fait qu'il y a ce trou entre les deux et que les seules étoiles qui sont vraiment très fortement magnétiques, elles sont toutes avec des champs magnétiques si forts qu'on n'ait rien entre les deux. Et qu'est-ce qui explique ce champ magnétique aussi faible? Donc il y avait un peu, ça c'est un peu quand je suis arrivée à Toulouse, il y avait des gens qui travaillaient là-dessus et il y avait un scénario théorique pour expliquer ça. Le scénario théorique est le suivant, il est lié encore une fois à une histoire de rotation différentielle. Donc imaginez que vous partez d'un champ magnétique poloïdal toujours, nord-sud là, et qu'il est très fort. Et vous mettez de la rotation différentielle là-dedans. Mais en fait le champ magnétique très fort, il ne va pas se laisser facilement embarquer par la rotation différentielle. Il y a ce qu'on appelle la tension magnétique qui fait que cette ligne de champ magnétique, elle a quand même quelque chose qui fait qu'elle n'a pas envie d'être déformée par la rotation différentielle. Donc s'il est suffisamment fort, finalement, ce champ magnétique, c'est lui qui va tuer la rotation différentielle. Et donc, dans ce cas-là, le scénario va nous dire que si initialement, dans la formation de l'étoile, il y a un champ magnétique très fort, qu'il y a une rotation différentielle qui essaie de faire ce qu'elle peut, non. Elle va être tuée et un gros dipôle. A l'inverse, si on part d'un champ magnétique plus faible, il ne va pas tout de suite supprimer la rotation différentielle. La rotation différentielle, elle va avoir le temps d'enrouler notre champ poloïdal en champ toroïdal. Et là, il y a quelque chose qui est connu, c'est que si on a un champ toroïdal suffisamment fort, il est instable. S'il est instable, il peut produire des petites échelles un peu dans tous les coins. Et donc, des annulations de champ magnétique, quand on fait une moyenne, et qu'on regarde ce qu'on voit, c'est la moyenne du champ magnétique
Donc dans ce cas-là, on pense qu'il peut y avoir un champ magnétique beaucoup plus complexe et à beaucoup plus petite échelle. Et beaucoup plus faible en amplitude. Voilà, donc ça c'était le scénario théorique qui est représenté aussi de la même manière ici. Ici, on peut partir de n'importe quelle rotation différentielle, n'importe quel champ magnétique. Les champs magnétiques suffisamment forts, ils restent, parce que la rotation différentielle ne fait rien. Mais les champs magnétiques plus faibles, ils produisent une instabilité, paf, qui fait qu'à la détection, on n'a plus que des tout petits champs. Et donc on se retrouve effectivement avec une sorte de dichotomie, un désert magnétique entre ces deux populations. Donc l'idée c'était de faire des simulations numériques qui testent ce scénario théorique. Voilà. Donc c'est ce que sur quoi on a un petit peu travaillé, c'est assez récent aussi. Et donc, effectivement, dans certains cas, on a trouvé qu'il y avait des instabilités magnétiques qui pouvaient se développer. Et vous voyez que là, c'est les deux populations qui sont produites avec le même genre de simulation, mais juste, ici on est parti d'un champ fort et ici d'un champ faible. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on produit plein de petites échelles et on sent bien que quand on observe une étoile comme ça, le champ magnétique total va être plus faible. Alors que là, quand on observe cette étoile-là, bien sûr, modulo, vraiment un seul dépôt, là, on ne va pas annuler avec le pôle sud. Ici, on va avoir un champ magnétique très fort. Okay, voilà, donc un petit scénario théorique. Vous voyez, là, il y a toute la chaîne, la partie des observations. Il y avait un petit scénario théorique à tester. Les simulations numériques viennent pour essayer de résoudre vraiment les équations de la physique pour voir si effectivement le petit scénario théorique tient. Et après, l'idée, c'est de boucler avec les observations, c'est-à-dire à partir de là, faire comme si on mesurait le champ magnétique sur ces étoiles-là et de voir si effectivement, dans un cas, on tape dans un champ tout faible et de l'autre côté, un champ fort. C'est comme ça que les simulations numériques entrent en jeu. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous voyez, j'ai quand même passé pas mal plus de temps sur le Soleil que sur les autres, mais bon, le Soleil, c'est quand même notre étoile, quoi, donc c'est surtout celle qu'on connaît mieux. Malgré encore tous les mystères un peu théoriques qui entourent son étude. Donc il va y avoir pas mal de choses, donc j'espère vous avoir un petit peu convaincu qu'avec des simulations numériques, on peut essayer de comprendre vraiment la physique qui est en dessous de tous les mécanismes qui produisent ces observations. On commence maintenant donc, à avoir des informations sur le champ magnétique d'autres étoiles, donc ça c'est super aussi pour les gens qui font du magnétisme solaire, parce que l'idée, c'est pas juste de faire un modèle qui va représenter vraiment ce qu'on veut vraiment pour notre étoile. Il faut voir s'il peut être robuste pour expliquer le champ magnétique des œuvres qui ressemblent au Soleil. Donc ça, c'est ce qui est fait pas mal maintenant aussi. Et puis, il y a des missions qui vont être associées à tout ça. Je vous ai parlé de Solar Orbiter pour le Soleil, mais je vous ai parlé d'Espadon et Narval. Spirou, qui vient d'être installé au télescope franco-canadien à Hawaï, est un spectropolarimètre, mais dans l'infrarouge. Donc, dans l'infrarouge, l'idée, c'est d'aller voir des étoiles plus froides, de faible masse, et donc d'installer un peu plus de symboles dans le confusogramme, ici, par ici. Donc des étoiles potentiellement qui tournent un petit peu moins vite. Comme ça, on va avoir peut-être un peu plus d'informations sur les vraies limites là, entre les différents régimes. Est-ce que là, vraiment, il y a de nouveau un changement de régime quand on tourne moins vite, ou est-ce qu'on a vraiment une population d'étoiles froides qui se comportent de la même manière, ou des choses comme ça. Donc Spirou, là, ça marche maintenant. C'est le principal commanditaire, je sais pas, le principal investigateur, PI de la mission. C'est Jean-François Donati, qui est à l'IRAP, et donc qui a bossé beaucoup sur Spirou et qui est maintenant pas mal entre Toulouse et Hawaï pour complètement finaliser là, les premières observations de science vraiment qui vont commencer. Et il y a aussi Plateau, l'IRAP est pas mal investi dans cette mission aussi, qui fait de la recherche d'exoplanètes. Mais aussi il y a un pendant d'astérosismologie. Donc l'idée c'est toujours qu'on peut essayer de chercher des informations sur les exoplanètes, et pour vraiment avoir des bonnes informations sur les exoplanètes, il faut bien connaître l'étoile haute du système exoplanétaire qu'on regarde.
Et donc bien comprendre l'étoile, ça veut dire potentiellement comprendre comment elle tourne et comment elle tourne à l'intérieur, donc faire la sismo dans cette étoile-là. Et donc ça c'est pas nouveau, hein, ce couplage entre sismo et recherche d'exoplanètes. Kepler fait ça aussi par exemple. En cours, Spirou va aussi faire de la recherche d'exoplanètes. Ça va bien autour d'étoiles froides parce qu'elles polluent moins et donc c'est plus facile de trouver des planètes autour d'étoiles qui illuminent un peu moins que l'autre. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Venez faire des champs magnétiques stellaires, il y a plein de choses à faire, on va dire, plein de choses à faire. Voilà, j'ai des questions. Oui, alors il y a une conversion entre les deux. Le 1 Tesla, c'est 10 000 Gauss. Ah oui, donc c'est des champs. Non, parce que là, tu vois, sur le Soleil, tu es l'ordre de quelques Gauss. Ouais. Tesla, c'est très fort. En fait, on parle plutôt de micro-Tesla, mini-Tesla, on a vu tous les sur la Terre, c'est les fameux 6 micro-Tesla. Oui, je sais pas. Oui, peut-être, ouais. La boussole magnétique au marché. D'accord, voilà. Et donc ça, c'est déjà des champs forts, 10-6, ouais. J'ai la question, c'est tout à l'heure quand vous avez dit qu'on peut voir les traces de géométriques des surplanètes, on le dit comme sujet la Ouais. Les surplanètes, notamment Mars. Oui. Comment on fait pour la voir? Parce que c'est comme sur Terre où on voit une système géométrique qui s'allume différemment en mélange, ou les autres méthodes? Alors, donc effectivement, c'est dans les roches, donc je crois que aussi sur la Lune, il y a des informations un peu là-dessus, sur les roches martiennes aussi, tu vois des restes de rémanents, de champs magnétiques rémanents, donc des roches qui sont aimantées, qui ont gardé leur aimantation. Je ne saurais pas t'en dire vraiment beaucoup plus que ça en fait, mais c'est grâce à l'observation de ces roches-là, effectivement, de la présence de l'aimantation. On sait qu'il n'y a plus de champ magnétique maintenant. Et je crois que sur la Lune, c'est un peu la même chose. On sait qu'il y a eu un champ magnétique à un moment donné, et on ne sait pas forcément quelle était l'origine de ce champ magnétique, donc il y a des gens qui travaillent un peu là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a eu une dynamo à une époque aussi qui a permis de produire ce champ magnétique? Ça, c'est une question. Les géophysiciens, qui ont des planètes. Voilà, je ne connais pas très bien en fait le sujet. Oui, bah, c'est une bonne question. Hein. Ça, en fait, tu poses un peu la question qu'est-ce qui est à l'origine de la structure du diagramme papillon? On voit qu'il y a des choses qui sont plutôt entre les moyennes latitudes et l'équateur. En fait, on ne sait pas très bien. L'idée, c'est de. Donc, je ne vais pas montrer en fait la chaîne un peu schématique qu'on imagine se produire dans la dynamo là. Donc, ce qu'on pense, c'est que en fait. Le passage du champ poloïdal au champ toroïdal se fait par cette rotation différentielle, comme tu dis, mais qu'il faut quand même un certain temps pour produire un champ toroïdal un peu fort. Donc, et la rotation différentielle, elle peut être pas mal assez forte en fait dans la région, le passage entre la zone radiative et la zone convective, à l'interface entre les deux. Donc tu vois, imagine que ton champ toroïdal en fait il est un peu, ton champ poloïdal il est un peu proche de cette région de transition. Là, il y a une rotation différentielle très forte, il lui faut le temps d'agir, et pendant ce temps-là, tu as des courants méridiens, donc des courants dans l'autre plan, qui peuvent t'amener, affecter, transporter ton champ magnétique de plus en plus près de l'équateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la circulation méridienne, c'est un truc un peu supplémentaire, un agrégat supplémentaire, je pense, agir dans la dynamo.
Donc ton champ colloïdal va transformer petit à petit en champ toroïdal. Il faut qu'il atteigne une certaine amplitude pour pouvoir devenir suffisamment fort pour partir vers la surface. Et quand il commence à devenir suffisamment fort pour partir vers la surface, il a déjà été transporté par le courant méridien vers l'équateur. C'est pour ça qu'on pense qu'il a plutôt tendance à émerger quand il devient suffisamment fort, quand il a déjà été transporté un peu proche de l'équateur. Mais ça c'est un modèle particulier où les courants méridiens ont une importance. En fait, on n'est pas sûr que ce soit effectivement le cas. On n'a aucun moyen de mesurer ces courants méridiens à ces profondeurs qui sont autour de 0,7 rayons solaires, un truc dans la transition là. Donc on ne sait pas très bien. Mais en plus, ce n'est pas forcément le cas sur toutes les étoiles. On a des informations des tâches sur d'autres étoiles qui ne sont pas du tout situées proches de l'équateur ou au moyen d'altitude, qui sont plutôt au contraire près des pôles. Voilà. Donc il y a des observations de tâches stellaires qui sont énormes, qui sont dans ce qu'on appelle les polar caps, là, donc les chapeaux polaires, je ne sais pas. Et c'est plutôt dans ces régions-là que là tu as des régions actives. Donc c'est en général des étoiles qui tournent beaucoup plus vite. Donc là, il y a un scénario un peu théorique aussi qui dit que dans ce cas-là, le champ toroïdal fort, il va vouloir monter dans la direction de la surface de l'étoile. Mais comme ça tourne très vite, il y a la force de Coriolis qui dévie la trajectoire. Et donc les structures magnétiques vont plutôt avoir tendance à monter parallèlement à l'axe de rotation et du coup émerger plus près des pôles. Mais c'est en fait il n'y a pas beaucoup de théories qui produisent le même diagramme papillon que celui-là. On est obligé de se rattacher à des modèles et il y a des modèles qui étaient beaucoup utilisés pour le Soleil et qui ne marchent pas du tout pour d'autres étoiles. Donc là, on commence à se dire, bon, ça sent un peu mauvais. Si pour des étoiles qui ressemblent beaucoup au Soleil, le comportement est complètement différent, et les modèles n'arrivent pas du tout à reproduire le champ, c'est pas mal barré. Ouais, si, c'est par exemple, moi j'ai un petit peu travaillé là-dessus, je vous disais que, par exemple, ce qui se passe, c'est quand on tourne, les étoiles tournent plus vite, on semblerait avoir un cycle magnétique plus court. Donc moi j'ai essayé d'adapter un modèle qui était utilisé pour le Soleil, où on a à la fois on met de la rotation différentielle, on met ce courant méridien, tout ça. Et donc j'ai pris ce modèle qui marchait pas mal pour le Soleil, qui donne un diagramme papillon pas mal, à une autre étoile qui tombe plus vite. Donc j'ai fait tourner mon modèle plus vite juste, et puis j'ai adapté le courant méridien, tout ça. Et j'obtiens exactement la tendance inverse de l'observation. C'est-à-dire que mon cycle magnétique est plus long quand le pôle tombe plus vite. Donc du coup, il faut bien triturer le modèle pour produire la tendance observationnelle. Donc c'est pas très possible. Voilà, donc ça veut dire qu'il manque des choses dans le modèle, soit on peut complètement abandonner le modèle, soit que le Soleil est très spécial. Là, il y a des chances. Et du coup, en fait, la chose bizarre, c'était bien entre 750 et 700, on n'a pas eu de... Ouais, ça c'était le minimum de Maunder, ouais. C'était une période où il n'y avait pas du tout de tâches à la surface. C'est vraiment bizarre. Non, en fait, pas tant que ça. Si tu considères que le Soleil c'est une espèce d'objet super turbulent, super chaotique, ce qui moi je trouve bizarre, c'est des périodes où il ne se passe plus rien, ou des périodes où tu as une activité très forte, tu vois, des choses un peu chaotiques comme ça correspondrait assez bien au fait que le plasma est extrêmement turbulent, que tu as des mouvements dans tous les sens, que tu as des mouvements à grande échelle très robustes, comme la rotation différentielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est là et qui produit comme une sorte d'ordre, de chaos, si tu veux. Mais voilà, on peut plus être surpris finalement par le fait qu'il y ait autant de chaos. Ouais, il y a des ondes. Ouais. Donc c'est pas possible à ça.
Non, je crois qu'il y a un petit peu des gens qui regardent ça, les variations de rayons des étoiles en fonction qui pourraient éventuellement être liées à la présence d'un champ magnétique. Là, il faut que tu aies des champs magnétiques extrêmement forts en fait. On va avoir des effets sur la position de la photosphère. Là, non, pour le Soleil, c'est juste que tu as des fluctuations qui peuvent être assez fortes. Tu vois, là, par exemple, le minimum de Maunder, bon, effectivement, il n'y avait pas de tâche, mais après c'est à peu près, vous voyez, 200 ans après, là, non, 150 ans après, on est repassé par une période où les cycles d'activité étaient en fait assez faibles. Donc ça, c'est même aussi une période qui a été appelée grand minimum. Et en fait, si tu regardes avant, dans les périodes où on peut reconstruire l'activité grâce aux rayons cosmiques, tu as vraiment des moments aussi où on était dans des périodes vraiment très calmes. Donc c'est vrai que le minimum de Maunder, c'était un moment, finalement c'est une chance, parce que c'est un moment où on avait des observations directes, et on a été à un moment où il n'y avait plus du tout de tâches. C'est vrai que c'est pas tout le temps que ça arrive, ce genre de truc. Enfin, maintenant, il y a des gens justement qui attendent un nouveau passage dans la période de minimum, parce que pour les gens qui font de la modélisation, ça serait super intéressant de regarder comment se comporte le Soleil de nouveau dans une période de minimum avec les outils d'observation actuels. Voilà. Mais bon, pour l'instant, à chaque fois, il a réussi à me sortir de son doute. Voilà. Donc non, c'est pas spécialement bizarre, et même pour les modèles théoriques, tu vois, en fait, c'est facile de produire ces fluctuations-là. Il suffit d'être suffisamment non linéaire, suffisamment chaotique, et on sait que un objet astrophysique comme le Soleil, ça, niveau chaos et turbulence, c'est un problème. On pose une question au niveau des champs magnétiques. Vous avez peut-être se retrouver dans ça. Oui. Mais c'est pas censé ne pas se retrouver justement au champ magnétique. Alors, donc, oui, alors ça c'est carrément complètement un autre domaine de recherche, qui est les gens qui travaillent sur la reconnexion magnétique. Et donc la reconnexion pour avoir lieu, a besoin de dissipation. Tu as besoin d'un coefficient de dissipation qui fait que tu perds de l'énergie et que tes connexions magnétiques peuvent être modifiées, effectivement. Si tu es complètement non dissipatif, donc on parle de MHD idéal dans ce cas-là, c'est pas possible de changer la connexion des boules de champ. Mais dans la vraie vie, il y a un peu de dissipation, même si elle est extrêmement faible, effectivement. Et grâce à cette dissipation, qui peut être en fait favorisée par la turbulence, justement, parce que toute turbulence a tendance à booster un peu la dissipation, à faire de l'énergie, là tu peux changer les et il y a besoin de ça pour pouvoir expliquer toutes les éruptions solaires, les gens qui travaillent sur la prévision des éruptions, les choses comme ça, c'est des spécialistes de reconnexion. Voilà, ça peut se passer un peu à différentes échelles, à différentes vitesses. L'activité qui se fait autour de ça et qui est basée beaucoup sur la physique des plasmas et qui a beaucoup de liens aussi avec les gens qui font de la fusion par confinement magnétique. Beaucoup de gens qui étudient les instabilités aussi liées à la reconnexion, qui sont des instabilités qui intéressent les gens qui font des tokamaks parce qu'ils ne veulent pas avoir d'instabilité, justement. Donc, il y a des discussions qui peuvent se faire entre les physiciens et ça peut se